un petit aperçu là, en bref du mot agriclimat parce que je pense qu'il y a énormément des fois de confusion sur qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que c'est pas. Euh, donc, je vais faire la courte histoire d'agriclimat. Donc, on remonte justement en 2017, comme le mentionnait Jacques. C'était l'occasion pour le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, le CEDAC, que certains d'entre vous connaissent du fait de son long historique passé. Mais c'était à ce moment-là qu'il y a eu le premier projet qui s'appelle Agriclimat qui a été mis en place, donc en 2017. À ce moment-là, avec moi, puis ma collaboration avec Sylvestre qui a débuté à ce moment-là. Puis aujourd'hui, on est vraiment rendu une équipe de 10 personnes sur quand même plusieurs sujets, plusieurs projets, dont une collaboration peut-être plus étroite avec une trentaine de chercheurs et d'experts, plusieurs conseillers agricoles qui sont très actifs, évidemment plusieurs producteurs qui sont nos collaborateurs là, de longue date. Puis, un petit mot sur le CEDAC. Donc, je l'ai juste mentionné, puis c'est bon de se le rappeler, là. Il était vraiment créé à la demande du gouvernement du Canada en 96. Puis, il a joué un rôle important par le passé. Euh, Ensuite, il y a eu une période de dormance, on pourrait dire ça comme ça, étant donné un choix gouvernemental de changer un peu le mode de financement ou d'octroi de programmes. Mais depuis peu, donc depuis 2017, il y a eu Agriclimat, puis d'autres projets qui sont actifs, mais aussi à partir de 2025, le CEDAC va être gestionnaire du grand projet Agri-Solutions Climat là, qui est octroyé là, par le gouvernement du Canada. Mais aussi quelques autres petits programmes, dont l'effarouchement des oiseaux migrateurs. Puis aussi, on est actuellement en période de transition, repositionnement stratégique. Donc, je tenais à le mentionner. Donc, si on revient à Agriclimat, qui était initialement un seul projet, ce qu'on a décidé de faire, c'est que chaque fois qu'on a développé d'autres projets, on a gardé cette nomenclature-là, Agriclimat, étant donné que c'était ce qui était le plus prépondérant, plus actif, là, en plus dans la coquille CEDAC, on pourrait appeler ça comme ça, mais qui n'avait pas encore à ce moment-là autant de rayonnement que ce qu'ils veulent devenir dans le futur. Donc, les principaux projets auxquels on travaille actuellement, c'est les 3 phases donc d'Agriclimat, la phase 1, 2 et 3. Je vais revenir sur certains points qui ont été vraiment les déclencheurs, qui nous ont permis d'aller plus loin, notamment par la création de formations qui ont été financées par le ministère de l'Agriculture, puis aussi Agri-Solutions Climat qui nous a permis d'offrir un grand nombre de diagnostics de lutte contre les changements climatiques pour les producteurs. Puis aujourd'hui, ce qu'on travaille énormément, une grande partie de l'équipe, ce sont les laboratoires vivants Racines d'avenir, les carboneutres, mais également le grand projet vert des productions bovines. En fait, ça a changé de nom, c'est vrai. C'est Bovin pour le climat qu'on appelle maintenant, donc qui est financé par le Plan pour une économie verte, dont on est quand même grandement impliqué. Puis également un Méthane Québec qui est en cours là, avec les producteurs de lait du Québec. Donc, ça occupe quand même déjà ça une bonne partie de notre équipe, en plus de services spécialisés de conférences, etc., qu'on offre à travers les années. Donc, je vais faire un petit saut en arrière. Donc, je vous invite à vous replonger en 2017-2020 au moment où, honnêtement, c'était pas très à la mode de parler de changement climatique dans le milieu agricole. L'objectif principal de cette première phase-là, c'est vraiment de brosser un premier tableau complet des impacts potentiels des changements climatiques en agriculture. Donc, l'objectif de sensibiliser, déterminer les mesures, puis développer des plans d'adaptation régionaux était au cœur de notre démarche qui a duré 3 ans, qui s'est réalisée dans 10 régions des fédérations régionales de l'UPA. Donc, on a utilisé la délimitation de ces régions-là et on a collaboré étroitement avec les personnes dans les régions, dans les fédérations régionales de l'UPA. Et on y met en place à ce moment-là des groupes de travail. Je le mentionne parce qu'honnêtement, ça a été pour nous un moteur extrêmement motivant de travailler avec des producteurs qui ont été mobilisés à travers ces années-là. Leur rôle était bien particulier. C'était carrément on a adopté une méthode très itérative et très collaborative avec les producteurs. C'est-à-dire qu'on a décidé de tout simplement présenter avec l'aide d'Uranos des scénarios climatiques adaptés à leur région avec des indicateurs agroclimatiques spécifiques. Puis on leur a demandé graduellement de nommer tous les impacts potentiels, de cibler également les mesures d'adaptation à l'échelle de la ferme et de la région. Donc, tout le principal contenu qui a été créé dans ces années-là est vraiment venu de la part des producteurs. Dans les groupes de travail, il y avait aussi quelques intervenants, généralement toujours une personne du MAPAC, mais également d'autres intervenants ou partenaires régionaux actifs dans la région. Puis, il y avait quand même une rencontre en présentiel par année pendant toutes ces années-là. Puis, c'est un peu ce qui a donné notre façon de travailler qui était
excessivement collaborative, quand je le mentionne. Donc, chacune des étapes de création de la connaissance a été un aller-retour entre nous, les producteurs, mais également graduellement avec de plus en plus d'experts pour valider ce que les producteurs, ou vérifier ou contre-vérifier ou avoir un avis différent sur ce que les producteurs amenaient comme information, comme impact potentiel. Donc, on recule un petit peu en arrière. Donc, il n'y avait pas tous les, au jour d'aujourd'hui, l'évolution des connaissances, puis énormément de recherches qui ont été faites depuis cette époque-là. Mais à ce moment-là, on a vraiment pris la page blanche. On a fait intervenir énormément de producteurs. On a eu beaucoup d'échanges, même pour prioriser les impacts régionaux. Ça, c'était quand même particulier. On leur a demandé de se projeter comme décideurs de la région, voir sur quoi, d'après eux, leur région doit travailler pour s'assurer de passer au travers toutes ces adaptations-là qui sont requises dans les différentes productions. Juste à titre d'exemple, quand on a fait, exemple, l'ensemble de la production laitière dans chacune des régions, ensuite de ça, on a demandé la collaboration de plusieurs personnes, ici, titre d'exemple, Agriculture Canada, le MAPAC, etc., pour valider ce que les producteurs ont nommé, puis comment nous, on l'a identifié, comment on a réussi à le vulgariser. Donc, ces personnes-là ont énormément contribué aussi à nous aider à produire les premiers outils pour finalement passer de la compréhension des producteurs, la science, puis avoir des documents de vulgarisation qui permettent à ce moment-là d'avoir accès très facilement à ces informations-là. Donc, on a eu l'occasion dans le fond, d'identifier des enjeux et des pistes d'adaptation à différentes échelles, donc l'échelle régionale, qui sont quand même assez distinctes d'une région à l'autre. L'exemple de l'Abitibi où l'amélioration de la santé des sols, la qualité des sols était vraiment importante, tandis qu'au centre du Québec, par exemple, il y avait beaucoup d'interrogations sur la gestion des ravageurs, donc ça a été priorisé davantage. On a aussi fait un certain travail par filière ou par secteur de production. Donc, à titre d'exemple, partout, les producteurs laitiers et porcins se sont grandement intéressés aux impacts du stress thermique et comment les limiter dans le futur. Puis, il y a aussi tout le travail qui a été fait de réflexion à l'échelle de la ferme. À ce moment-là, c'était vraiment spécifique d'une ferme à l'autre. Par exemple, la question du poids de la neige sur les toits, ça peut être présent dans une même région, mais pas chez le voisin. Il y avait quand même cette conscience-là que malgré la diversité, on essaie de produire finalement ces documents-là, qui sont des outils actuellement disponibles sur le site Internet de agriclimat.ca. Ils sont, d'après ce qu'on entend, quand même très utilisés. On a maintenant, depuis cette année, les 12 régions sont couvertes. Donc, toutes les régions agricoles du Québec ont leur plan d'adaptation. Celui de Gaspésie-les-Îles va sortir la semaine prochaine sur le site. Donc voilà, ça c'était juste le tour de piste sur la première phase. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, ce qui est arrivé, c'est évidemment la phase 2 d'Agriclimat, dans laquelle on s'est donné un certain défi, mais le défi, il venait pas nécessairement juste de nous, mais il venait beaucoup des groupes de travail régionaux, donc des producteurs qui nous ont posé des questions qui sont notables, qui nous ont vraiment piqué notre curiosité pour savoir est-ce qu'il existe actuellement un outil qui nous permettrait de faciliter la préparation des producteurs à l'échelle de leur ferme en vue des changements climatiques, mais pas seulement des changements climatiques, parce que la première chose qui nous a surpris, c'est les producteurs disaient, oui, mais moi, je veux savoir c'est quoi l'impact que j'ai sur le climat parce que vous me dites que je peux m'adapter, on devrait s'adapter, on doit tous faire des choses. Il y a des choses qui sont spécifiques à ma ferme, donc je vais avoir de l'information à l'échelle de mon entreprise, pas nécessairement des moyennes sur la région. Je veux trouver une manière de mieux me préparer, donc en tenant compte des activités, de comment ma ferme à moi, elle est composée, quelles sont mes activités spécifiques. Puis, pas juste ça, je veux savoir effectivement comment je contribue moi à tout ça. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a décidé de mettre de l'avant la réalisation, la création du diagnostic de lutte contre les changements climatiques, qui aujourd'hui est un peu une mode de travail plus démocratisée, plus accessible. Puis on s'est donné comme objectif aussi, à la lumière de certains échanges avec les producteurs, qu'ils nous ont proposé que ce soit les conseillers qui utilisent ces outils-là. Donc, on le conçoive avec cette optique-là qui ces conseillers-là pourraient les accompagner, eux, dans l'utilisation puis la mise en place d'actions par la suite. Donc, on s'est composé un cahier de charge de cet outil-là qu'on connaît mieux aujourd'hui. Mais l'objectif, je vous le mentionne parce que je pense,
un des succès de cette démarche-là, c'est de se questionner sur c'est quoi les freins à l'utilisation des fameux bons outils qui existent au Québec comme ailleurs, mais qui des fois sont sous-utilisés. C'est pas nécessairement des mauvais outils, mais qu'est-ce qui fait qu'un outil est bien utilisé versus un autre? Donc, on s'est donné un certain code de conduite dans le développement de cet outil-là. Notamment, il faut premièrement voir si l'outil va être souhaité ou utilisé. Est-ce que le sujet intéresse vraiment le producteur? Puis le conseiller également, là, parce que c'est quand même une collaboration entre les deux. Est-ce que le temps de travail requis pour réaliser le diagnostic il est raisonnable? Parce qu'on peut pas passer 15 heures à remplir un calculateur, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pas raisonnable comme durée. Est-ce que le diagnostic doit être réalisé, en fait, sur la base des données, des mesures majoritairement déjà accessibles? Donc, on a visé à capitaliser sur les acquis, qu'est-ce qu'on a à la ferme. Puis la présentation, donc la vulgarisation doit être excessivement claire, concise, utile et rapidement et utile rapidement. Puis la démarche doit aussi prévoir un accompagnement. Donc, on voulait vraiment s'assurer que ce soit juste le début de l'histoire, finalement, de faire un diagnostic et non pas une fin en soi. Donc, c'est comme ça qu'il a été conçu. Puis, évidemment, l'aspect économique, on veut pas que ce soit un outil qui soit trop coûteux. On a eu la chance au CETAC, donc, par le projet Agriclimat, de bénéficier du financement du ministère de l'Environnement pour créer l'outil que je vous présente. Un tout petit point sur l'aspect scientifique de l'analyse des risques climatiques. On a fait une revue de littérature grossière, je peux dire comme ça, là, mais quand même assez complète sur tout ce qui existait à ce moment-là sur les outils d'analyse de la vulnérabilité qu'on appelait à ce moment-là. Maintenant, on parle plus de l'analyse des risques climatiques pour ça évolue un peu dans le temps. Mais on a regardé tout ce qui a été fait, puis on a essayé de voir qu'est-ce qui était transposable, puis qu'est-ce qui était pas transposable. Donc, qu'est-ce qu'on se devait de créer pour s'assurer d'un bon usage pour le producteur, pour le conseiller, surtout pour que ça soit utile et réaliste. Donc, c'est ce qui a permis de faire la première phase. Donc, le premier bout du diagnostic, c'est l'adaptation au changement climatique. Le deuxième, c'est l'estimation du bilan carbone. Puis, à la toute fin, ce que ça produit pour le producteur, c'est un plan d'action pour lutter contre les changements climatiques. Un tout petit mot sur l'analyse des risques climatiques, comment ça se traduit dans le diagnostic. On s'est vraiment inspiré donc des concepts scientifiques bien reconnus, donc l'exposition, c'est-à-dire quelle est l'intensité des changements climatiques sur l'entreprise, puis les impacts réels qui peuvent en découler chez lui. Donc, on est vraiment à l'échelle du producteur, de sa ferme, même non pas de toute la production, ni non plus de toute la région. On fait cet exercice-là à l'échelle de la ferme. Quelle est la sensibilité actuelle de l'entreprise face au changement climatique? Puis, comment est-ce qu'on peut se projeter dans la sensibilité potentielle future en fonction de notre entreprise, comment est-ce qu'elle est composée, mais aussi quelle est la capacité de l'entreprise finalement de s'adapter actuellement au niveau, parce qu'il y a déjà effectivement des changements, mais aussi en regardant tout ce qui s'en vient vers le futur, est-ce que sa capacité future va lui permettre finalement de passer au travers tout ça, puis d'être rentable, durable et résilient. Donc, on le fait à deux niveaux, c'est-à-dire pour le climat moyen attendu, donc l'ensemble des indicateurs spécifiques pour le producteur, des indicateurs pertinents, mais également aussi pour les événements extrêmes. Pour vous donner un petit exemple, ce que le producteur a accès, c'est soit des graphiques, soit des cartes. Là, j'ai pris ici juste l'exemple d'une carte. On est ici, par exemple, chez un producteur qui se situe dans la région de la Montérégie, un peu plus vers le nord. Donc, toutes les données qu'on lui présente, ça, c'est l'historique spécifique de son point GPS. Donc, où est-ce que la ferme est située? Là, on regarde l'historique récent et le futur, puis on regarde avec lui. Donc, la différence, par exemple, ici, c'est le nombre de canicules passées qui était de 2 épisodes pour son point et non pas pour toute la région. C'est vraiment pour à l'échelle de sa ferme. Et on doit s'attendre à combien d'épisodes de canicules dans le climat futur. Donc, on voit que l'augmentation dans son cas est quand même substantielle. Puis, c'est à ça avec lui qu'on réfléchit, puis on essaie d'estimer, d'évaluer quel impact ça a pour son entreprise à son niveau. Puis, on ajoute toutes sortes d'informations qu'on estime nécessaires, comme dans ce cas-ci, on est, exemple, sur un producteur laitier qui pourrait se poser la question, est-ce que la nuit, mes animaux vont vraiment avoir l'occasion, l'opportunité de se rafraîchir? C'est quoi l'ampleur aussi à l'échelle, pas seulement dans le jour, mais également pour la nuit.
Pour ce qui est du bilan carbone, je vais simplement, je pense que tout le monde ici probablement connaît généralement la différence entre le mode inventaire puis le mode de bilan carbone. Pour nous, on a décidé de développer le bilan carbone à l'échelle de la ferme, donc en respectant évidemment tous les standards qui sont requis. Donc, on fait les émissions, on calcule toutes les émissions de la ferme, les émissions ou la séquestration de carbone par les sols ainsi que par les arbres pour finalement donner au final le bilan carbone. Pour ce qui est de la base scientifique de notre travail, à ce moment-là, ce qu'on a fait, étant donné qu'il existe effectivement des méthodologies standardisées qu'on doit respecter, s'est inspiré, évidemment, on respecte l'ensemble de tout ça, mais également, on est allé essayer d'aller le plus près possible du producteur, c'est-à-dire, lorsque possible, on allait jusqu'au tiers 3. Parfois, il y a un peu de tiers 1, mais il y a aussi beaucoup de tiers 2 dans l'ensemble des calculs qui sont développés pour réaliser qui composent le calculateur des gaz à effet de serre. On a fait certains choix, donc une adéquation entre la précision du calcul, mais aussi, on se rappelle qu'on voulait pas que ça prenne 15 heures faire un bilan carbone. Donc, le temps requis pour collecter, compiler, analyser les données. Donc, ça, c'est quand même un des choix qu'on a fait à l'échelle de notre équipe. Puis, on s'est aussi assuré d'une certaine transparence pour l'utilisateur. D'abord, on s'assure d'avoir une certaine flexibilité dans certains choix de formalisme suivant les données qui sont disponibles. Par exemple, si on a accès à la ration précise, sinon on doit aussi aller vers une ration qui est générique. Donc, lorsque possible, tout ce qui était mis en place était suffisamment précis pour avoir un impact aussi sur le pourcentage du résultat. Donc, comme je mentionnais, pour toutes les industries qui ont des standards, on s'inspire également de ces standards-là pour la production, pour l'ajustement et la bonification du calculateur des gaz à effet de serre. Pour le volet scientifique également, on travaille actuellement avec l'Université Laval pour différents articles, des publications scientifiques qui sont faites de leur côté en observant ou en utilisant nos données, notre calculateur. Donc, je trouvais ça intéressant de faire cet aspect-là parce que l'université nous contribuait énormément aussi à nos réflexions. Donc, ils avaient aussi le souhait de faire une analyse de leur côté plus spécifique sur notre travail. Je reviens sur le processus de développement, puis c'est là où il y a le plus grand nombre d'experts, chercheurs particulièrement qui ont été impliqués. Il y en a certains ici qui sont peut-être présents, j'ai pas eu l'occasion de regarder tous les noms, là, mais ça, c'était beaucoup opéré, mis en œuvre par Sylvestre Delmotte. Donc, il a consulté au minimum, c'est un minimum de 30 experts entre septembre 2021 et février 2022 pour tout ce qui est la présentation de la revue de littérature qu'il a fait, les méthodes possibles et les suggestions de choix. Donc, l'idée était de voir avec les experts qu'est-ce qu'ils en pensaient des choix méthodologiques qu'on s'apprête à faire. Puis, dans certains cas, là, des réajustements ont été faits pour tenir compte du regard d'experts chercheurs par rapport à la préparation du calculateur. On a successivement, après ça, fait des allers-retours avec des utilisateurs. Donc, on a formé des conseillers. Puis, on a aussi demandé certaines consultations d'experts là, pour des points qui étaient plus ardus, plus nébuleux. Donc, ce travail-là permet aussi d'aller vers la préparation de projets de recherche et développement pour approfondir des connaissances, parce que ça nous permet aussi de voir où sont les trous de connaissances. C'est sûr qu'en faisant cet exercice-là, c'était pas juste de déterminer ce qu'on allait utiliser, mais c'était surtout de voir tout ce qui n'existait pas, donc tout ce qui était manquant. Et c'est comme ça que graduellement, le travail préparatoire et en continu réalisé dans notre équipe a mené à la préparation de projets à plus grande envergure que je vais aborder un tout petit peu plus tard. Donc, on a fait une réunion en novembre dernier, donc en novembre 2024, pour prioriser puis avoir aussi un regard externe sur les développements futurs en lien avec les manques encore de connaissances, parce qu'on sait, puis vous savez bien plus que moi, il y a des trous de connaissances. Donc, il y a des moments où on doit faire des approximations, puis ce serait quand même parfois des leviers qui sont sous-estimés ou sous-utilisés pour aider les producteurs dans leur cheminement. Là, je vous ramène un pas de recul qui est un peu plus le maillage entre la recherche, conseiller producteur et évidemment des trois sphères avec lesquelles on travaille dans l'écosystème, je dirais, de déploiement de l'outil que je viens de vous présenter, qui est le diagnostic de lutte contre les changements climatiques. Donc, une chose qui est importante de savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, là, la relation privilégiée entre le conseiller producteur est maintenue, voire même renforcée. Donc, on conserve cette relation-là et on tente de l'entretenir au mieux. Nous, notre rôle, l'équipe Agriclimat apparaît ici, c'est vraiment dans tout ce qui est la formation et le développement de l'outil diagnostic, les bonifications,
de le mentorat qu'on offre pour les conseillers. C'est là où il y a un lien très, très fort qui s'est développé avec le temps. Puis le lien qu'on conserve évidemment avec les producteurs, c'est quand même la mise en commun parfois de compréhension, de connaissances qu'on offre à l'ensemble du réseau Agriclimat qui alors est composé de tous les producteurs qui ont en main un diagnostic Agriclimat. Mais pour arriver à ça, c'est là où le rôle des chercheurs et professionnels spécialisés est en continu dans notre cas. Pas seulement par Sylvestre, il y a aussi de plus en plus de chargés de projets qui sont en relation avec certains chercheurs à travers les projets, qui permet de toujours avoir une genre de veille scientifique. Elle n'est pas parfaite, on aimerait ça la bonifier, c'est pour ça un peu l'invitation que je lançais au début. Donc, il y a tellement une accélération, il y a tellement de connaissances, ça va rapidement, on est une petite équipe, donc plus le maillage est fluide, plus on souhaite réussir à ce que la connaissance qui émerge puisse être transmise rapidement dans l'outil, mais aussi en formation, autant pour les producteurs que pour les conseillers. Ici, j'ai juste simplement mis les principaux collaborateurs de recherche. Donc, les différentes universités, Agriculture Canada et Oranos demeurent toujours un partenaire important pour nous. Et également, tous les centres de transfert. On a quand même de bons retours, une belle collaboration avec ces principaux acteurs-là. Puis, au niveau du diagnostic, le ministère de l'Agriculture est aussi un collaborateur à certains égards, mais VIA étant vraiment le partenaire principal de notre équipe pour ce qui est de la relation avec les conseillers. Puis, le grand réseau de l'UPA nous permet aussi d'avoir une belle collaboration avec les fédérations régionales et spécialisées à travers notre travail. Un petit mot sur l'usage, là, je me dis peut-être qu'il y en a qui savent moins, puis on a moins peut-être présenté ça à large échelle. C'est que le diagnostic que je vous ai présenté rapidement, ben je pense que ce qui est important de nommer, c'est que l'utilisation n'est pas nécessairement accessible à tous. Elle est de plus en plus accessible, mais notre souci, notre mandat qu'on s'est donné, c'est qu'on ne voulait pas faire d'approximation ou d'outils de ordre de grandeur générique. On a voulu développer quelque chose de très précis, de quand même assez développé qui nécessite finalement l'usage pour l'utiliser convenablement, c'est quand même une grosse formation. La formation qu'on a développée, elle a été faite avec la collaboration étroite avec VIA, qui, eux, ont eu l'accès à un financement spécifique pour ça. Donc, la formation est d'une durée de 65 heures, qui inclut un cas réel complet et complexe. Donc, on leur demande aux conseillers d'avoir une ferme qui est complexe pour faire tout l'exercice de l'analyse des risques climatiques, le bilan carbone, la préparation du rapport final, puis l'identification des pistes d'action avec le producteur. Donc, une méthodologie assez cadrée, assez spécifique, qui demande une certaine pratique, un certain usage pour devenir de plus en plus habile. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a quand même près de 75 conseillers répartis à travers tout le Québec qui sont formés et qui sont actifs, donc qui sont en mesure d'offrir ce service-là à travers leur propre service conseil. Nous, on garde un lien avec eux par l'octroi d'une accréditation. Donc, c'est ce qui nous permet de s'assurer d'offrir un mentorat et qu'il y a un échange aussi, un échange, une validation puis une préparation des données, étant donné que, entre autres, le CEDAC est le seul qui a accès actuellement à la plateforme Pavix, qui nous permet de créer tout le matériel permettant de faire l'analyse des risques climatiques à l'échelle de la ferme. Il y a deux types d'usages. Je parle de l'usage qui est réservé à l'échelle des conseillers. On a aujourd'hui une troisième cohorte qui se termine, qui fait la composition des 75, plutôt 80, c'est-à-dire 80 conseillers qui ont été formés par ces cohortes-là. Mais aussi un usage qui est différent. Puis c'est là aussi une invitation que je vous lance. On est en train de réfléchir comment est-ce que tout ce travail-là peut être utilisé ou partagé d'une manière différente avec les acteurs de la recherche. Actuellement, je pense que plusieurs le savez, il y a le projet Le Carboneux dans lequel l'Université Laval est quand même joue un rôle important par l'entremise d'Édith Charbonneau et son équipe. Donc, elle a un regard différent. Donc, il y a des échanges ou des manières de contribuer qui peuvent être augmentées de part et d'autre, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on veut que ça serve aussi à la science, puis qu'on veut que la science nous permette aussi d'avoir un outil toujours le plus optimal possible. Donc, la formation, je pense que je viens de le présenter en même temps, là. Donc, je t'ai quand même mentionné que la formation actuelle des conseillers se termine en 2025. Donc là, nous, on a un défi, je vais dire ça comme ça, de pérenniser tout ça. Donc, ce qu'on se donne à court terme, c'est plutôt une occasion de consolider tout le réseau actuel. On a quand même
c'est quand même pas pire, là, 80 conseillers formés, c'est quand même beaucoup, mais ils ont des fois eu plus ou moins de pratiques, d'occasion de réaliser des diagnostics. Donc, l'objectif qu'on a à court terme, c'est vraiment consolider la formation pour tout le monde, puis aussi de transférer graduellement vers la plateforme informatisée. Donc, on est en train de créer, le diagnostic est en train de se développer sur une plateforme qui va être beaucoup plus conviviale, puis plus facile d'usage pour tout le monde et à différents égards. Donc, on a aussi dans la perspective de dire, est-ce qu'on a atteint le maximum? Tu sais, je vous lance la question comme ça, mais on n'est pas à 100% sûr s'il y a énormément d'autres conseillers qui vont vouloir être formés parce que c'est quand même un exercice qui est long en temps. Ça demande beaucoup de temps aux conseillers. C'est très enrichissant de part et d'autre, autant pour le conseiller que le producteur. Ça amène souvent la possibilité de mettre en action des pratiques qui avaient été discutées par le passé, mais qui, par le diagnostic, permet aux producteurs de prendre conscience encore plus de la valeur ajoutée de cette pratique-là dans une perspective d'adaptation au changement climatique ou de réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça on est quand même déjà super content d'avoir cette quantité-là de conseillers. C'est à voir si on va offrir d'autres. Je pense que oui, mais à très, très courte échéance, là, mettons pour l'automne, début de l'hiver, je pense qu'on va plutôt consolider l'équipe actuelle. Donc, voilà. Et puis, si je ramène tout ça dans une perspective de développement des connaissances, je reviens sur le bout de la réalisation à l'échelle d'une ferme. Donc, le diagnostic est vraiment une occasion quand même de collecte, de préparation, de rencontre, d'analyse à l'échelle d'une ferme, quelque chose un regard différent qui avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Ce travail-là qui se fait à l'échelle du producteur est vraiment au bénéfice du producteur, mais il y a aussi une possibilité à ce moment-là, l'échange qui se fait avec le SEDAC, la relation, je vais peut-être revenir plus sur la relation, c'est de valider tout ce qui a été fait pour avoir vraiment une compréhension, une qualité commune, égale partout à travers le Québec, mais aussi on continue à produire du matériel. Graduellement, avec la plateforme, ça va devenir un peu plus automatisé, ce qui va être une bonne nouvelle. Puis au final, ben, ce que ça permet aussi, c'est d'avoir un regard plus macro sur l'ensemble du travail qui est fait dans toutes les fermes. Donc, que ce soit sur les pistes d'adaptation qui ont été choisies par les producteurs, sur les pistes de réduction qui ont été choisies ou pas choisies aussi par les producteurs, puis également sur finalement le calcul complet du bilan carbone à l'échelle de chacune des fermes. Donc, on peut partir de ça à ce moment-là au CEDAC pour faire des analyses transversales, mais c'est là où l'aspect recherche et développement de discussion avec différents partenaires peuvent permettre à ce moment-là de soit développer des projets ou aller à l'échelle des filières. C'est ça, je pense, l'intérêt. C'est plus on a de producteurs, par exemple, porcins qui auront fait leur analyse complète, ben ça permet aussi de dégager des tendances principales à l'échelle de la filière. Il y a certains aspects filières qui sont pas traités à l'échelle d'une ferme, mais quand même, c'est déjà une bonne base de travail. Puis jusqu'à plus loin, c'est de voir est-ce que tout ce travail-là, c'est un peu un souhait que j'énonce ici, là, c'est le souhait que l'ensemble de ce travail-là puisse aussi permettre de prioriser peut-être certaines actions qui sont moins bien soutenues par certains programmes, puis de voir à long terme, c'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place à l'échelle du Québec pour soutenir la lutte contre les changements climatiques au sein des producteurs agricoles. Donc, autrement dit, c'est une démarche individuelle, mais qui, dans ma perspective, dans notre travail, on l'amène vraiment vers le volet plus collectif du travail. Donc, j'entame une partie de résultats et constats. C'est là où je vais pas aller trop loin dans l'interprétation du matériel. Comme je vous dis, on pourra s'en reparler dans un autre cadre. Jusqu'à maintenant, on a un peu plus que 324 diagnostics réalisés. On a plutôt à l'échelle de 380. On approche bientôt le 400 diagnostics complets réalisés. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça se décline en termes de production principale. Puis je pense que certains vont remarquer qu'évidemment, la production laitière a un pas d'avance, entre autres, du fait de peut-être la préoccupation ou pas la préoccupation, peut-être l'objectif que se sont donnés les producteurs de lait d'aller vers éventuellement la carboneutralité. Ça a amené quand même un peu plus d'intérêt, de curiosité. À long terme, je peux pas dire que c'est ça qui va rester, mais il y a aussi un grand bassin de producteurs laitiers, évidemment, au Québec, ce qui est aussi proportionnel un peu, qui démontre un petit peu certaines tendances. Puis, donc, vous avez l'ensemble des productions sont quand même assez bien couvertes. Quand que petits fruits, c'est un peu moindre, puis maraîchers aussi, mais c'était aussi en conséquence de d'autres projets qui ont permis de faire des diagnostics auxquels ces producteurs-là étaient moins sollicités ou moins accessibles. Ici, c'est juste un petit tour de piste, là, juste pour que vous sachiez que
il y a 2 types de manières dont on travaille les gaz à effet de serre. Il y a effectivement tout le travail qui se fait avec les données de la ferme. Puis ce qu'on fait quand on présente un bilan carbone aux producteurs, c'est que ce que le conseiller fait finalement, c'est qu'il regarde tout ce qui est mais c'est beaucoup plus détaillé que ça, là. Ça, c'est vraiment un tableau très, très résumé, vous comprenez? Si on regarde un producteur, on regarde poste par poste, puis on le compare à une ferme de référence. Puis là, ici, vous avez en bas, là, il y a quand même plusieurs de nos fermes de référence qui sont finalement les données issues des coûts de production du CECPA. Pour la production laitière, on utilise jusqu'à aujourd'hui là, les données qui sont issues de Fournel et collaborateurs là, de 2019. Donc, notre souhait, c'est que graduellement, ces fermes de référence-là soient changées par le bassin de données qu'on aura qui permettra d'avoir vraiment quand même une référence un peu plus québécoise, actuelle, pour qu'un producteur puisse se comparer finalement à la moyenne d'aujourd'hui. Donc, on transfère graduellement vers ça. Je pense que dans la prochaine année, probablement pour la production laitière et grande culture, on va faire ce changement-là dans la comparaison. Quand le producteur va regarder son bilan carbone, il va se comparer non pas aux données du CECPA, mais plutôt euh, à la moyenne des fermes qui auront fait un bilan dans cette production-là. Il y a plus de là, l'usage que fait surtout Sylvestre, c'est de ressortir toutes les données puis faire différentes analyses. Là, c'est très sommaire. Là, je présente juste quelques exemples. Donc, ici, c'est la production laitière pour 25 en fait. Oui, il y a 25 producteurs qui ont été un peu plus analysés plus en détail. Ça, c'est entre autres aussi avec une collaboration avec l'Université Laval et Sylvestre. Donc, une analyse comparative pour voir un peu comment se décline d'une ferme à l'autre. C'est quoi la variabilité qu'on a? On peut le faire à différentes échelles pour les différents postes, pour les différents gaz. Ici, c'est vraiment juste un sommaire, mais ça vous montre à quel point il y a quand même une certaine variabilité d'une ferme à l'autre. Mais quand on regarde poste par poste, il y a des tendances aussi qui se dessinent. Où est-ce que, par exemple, on a compris que l'ensemble de les émissions de méthane à l'échelle de la ferme, c'est un sujet d'intérêt et extrêmement important, mais c'est dans ce poste-là où il y a peut-être un peu moins de variabilité comparé à tout ce qui se passe au champ. Parce qu'il y a quand même là, à ce moment-là, énormément d'enjeux et de différences. Il y a d'autres analyses comparatives qui ont été faites, puis là, je vous invite un petit peu à les fouiller peut-être sur Internet parce que ça a tout été filmé. Je pense pour ces trois-là, elles sont accessibles sur Internet. On a eu un mandat avec le CDPQ de faire une comparaison entre les résultats des gaz à effet de serre en production porcine bio et conventionnelle. Donc, on a eu la chance d'avoir un producteur bio du Breton, tout le monde le connaît, là, donc qui a accepté de faire une analyse pour qu'on voit un peu c'est quoi les différences entre les deux types de production comparé à 15 producteurs conventionnels pour lesquels on avait déjà le bilan. Donc, de voir un peu ces comparatifs-là. Ça, c'est accessible là, au CDPQ, c'est certain, mais je pense que c'est accessible sur YouTube. Puis les deux autres aussi vont l'être. C'est récemment, ce qu'on a fait, c'est dans le cadre du projet Bovin pour le climat. Donc, ce qui a été fait, c'est une analyse des gaz à effet de serre en production ovine et bovine, mais sur un échantillon très récent qui est mis à profit dans le projet qui compose finalement une cinquantaine de fermes. Donc, cette analyse-là est assez raffinée, vraiment intéressante, puis ça amène de voir, l'objectif de ces analyses-là, c'est pas juste la donnée, c'est de voir après ça comment est-ce que le travail va se faire sur le terrain avec l'entremise dans ce cas-ci, c'est avec Elisabeth Lepage qui est responsable de la mobilisation puis de la mise en place des pratiques. Donc, sur ces fermes-là, mais en tenant compte de leurs résultats. Donc, les producteurs deviennent de plus en plus habitués, habiles à lire leur bilan, à comprendre les impacts, puis à essayer de voir est-ce que j'ai un levier ou pas. Parce que dans certains cas, il y en a, dans certains cas, il y en a pas. Puis dans certains cas, il y en a, mais ils sont trop coûteux pour l'entreprise ou ils sont trop il engage trop de changements dans le développement, dans la gestion de l'entreprise, que ça se peut très bien que ça se fasse pas. Puis dans d'autres cas, au contraire, c'est quelque chose de très facile, accessible. Donc, c'est tout ça qui est observé dans le cadre de ces projets-là qui nous permet d'avoir un suivi sur le plus long terme avec des producteurs. Une autre analyse qui est quand même intéressante, là, on a fait un extrait des données de l'évolution de la matière organique dans 72 fermes de notre réseau. Puis, c'était juste une tendance, mais je pense que plus le temps va passer, plus on aura de données, donc plus on pourra confirmer ou infirmer cette tendance-là. Mais sur les 72 fermes, il y avait 38 fermes pour lesquelles leur sol perdent année après année ou de manière graduelle du carbone dans les sols, puis à l'échelle à peu près à la hauteur de 450 kilos leur main à carbone par hectare par année.
On a 21 fermes, donc c'est quand même une minorité des 72 fermes qui sont à ce moment-là stables. Il y a vraiment quand même une certaine stabilité. Puis, il y en a 13 fermes des 72 pour lesquelles on pouvait observer une augmentation légère, graduelle, du carbone dans les sols. Puis, on peut comparer qu'on est, à ce moment-là, la vitesse de séquestration de carbone est évidemment beaucoup plus lente que la vitesse de perte du carbone des sols. Donc, ça, c'est le genre de données qu'on aime bien analyser puis voir à plus long terme. Donc, donc, c'est ça, la tendance des fermes agriclimat, ça, c'était à ce moment-là, cet échantillon-là. Aujourd'hui, on pourrait faire un échantillon beaucoup plus détaillé. Donc, on s'en vient. On travaille actuellement aussi avec l'Université Laval, avec Marie-Lise Sanson sur l'analyse là, d'un plus grand échantillon de fermes. Ça m'amène finalement à une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce que le travail qu'on fait peut, un peu plus concrètement, là, quels projets peuvent bénéficier un peu de ce travail-là? La première chose qu'on a fait aussi avec les groupes de travail, entre autres, c'est de challenger un peu, de se questionner sur est-ce que c'est réaliste quelles sont les pistes au-delà de la revue de littérature qui sont potentiellement adoptables? Parce qu'il y en a, vous savez très bien qu'ils ne le sont pas. Mais qui sont pas, il y en a qui pourraient l'être, mais qui sont pas applicables au Québec du fait de notre climat ou de notre organisation des entreprises. Donc, on a fait un répertoire assez, là, je vous le montre, c'est assez résumé, mais dans chacun des points, il y a des potentiels d'amélioration du carbone, du bilan carbone, par des méthodes. Là, si je fais exemple, améliorer la productivité des animaux pour la gestion des animaux et de l'alimentation, ce point-là est composé d'à peu près 15, peut-être une dizaine d'actions plus spécifiques. Donc, on comprend ici que c'est quand même un résumé, mais ces pistes-là ont été considérées comme adoptables par les producteurs de l'ensemble des régions qu'on a rencontrées. Donc, à ce moment-là, c'était les 12 régions du Québec. Puis ici, à droite, vous avez les pistes qui sont plus au niveau de la séquestration de carbone, des sols. C'est tout d'après eux, quand même des possibles sources d'amélioration du bilan carbone. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est une diapo tentative là, que je vous présente, là. C'est que ce que vous voyez en couleur orangée, c'est les pistes dans lesquelles on a remarqué qu'il y avait quand même un potentiel d'améliorer la connaissance, mais pour ça, il fallait pouvoir les insérer dans un projet dans lequel il y a de la recherche. Donc, ici, j'ai mis les 4 principaux projets actuels de recherche qui touchent les aspects qui, en fait, il y avait plusieurs, il n'y a pas que nous qui avons remarqué là, ces tendances-là de manque de connaissances, il y avait plein d'autres organisations aussi. Donc, ça a été l'occasion de construire des projets qui permettent de raffiner ces connaissances-là, qui sont tous, les 2 laboratoires vivants se terminent donc en 2028. Donc, déjà, dès 2026-27, il y aura certainement des données à partager. Puis Bovin pour le climat, ça se termine aussi en 28. Donc là aussi, il y a des équipes de recherche qui travaillent avec nous là-dessus. Puis Méthane Québec également va se terminer en 2027. Donc, à court terme, on sait que l'ensemble de connaissances vont être améliorées. Elles sont certainement pas complètes. Puis il y a probablement en cours de route, au jour d'aujourd'hui, encore des nouveaux trous de connaissances qui nous échappent, puis qui méritent d'être approfondis. Puis je vais juste mentionner aussi ce qui peut se faire, qui est vraiment intéressant en termes d'acquisition de connaissances, encore une fois, autant pour la communauté scientifique que pour les producteurs. Dans ce cas-ci, c'est la Fédération des producteurs d'œufs du Québec qui nous ont demandé si c'était possible de créer leur portrait des émissions pour le secteur québécois. Donc ça, c'était vraiment une belle occasion de l'aborder différemment, c'est-à-dire d'avoir une fédération qui s'implique pour dire, on va faire un échantillon représentatif assez exhaustif pour s'assurer de faire le tour de piste complet. Dans leur cas, c'était 30 bilans qui ont été faits en 2024 avec une méthodologie qu'on s'est adaptée avec leurs besoins. Puis ça nous a permis d'aller creuser beaucoup plus loin sur des données très spécifiques à cette production-là. Donc, aujourd'hui, on a déjà ce travail-là est réalisé, il est connu, il a été présenté récemment, mais on va aller encore plus loin parce que c'est encore une fois, c'est une occasion de dire, bon, mais est-ce que les leviers sont bien identifiés? Puis comment est-ce que ces producteurs-là, en fait, ils souhaitent vraiment être peut-être les pionniers dans l'amélioration de leur bilan, bien que leur bilan, comme vous pouvez peut-être l'anticiper, c'est que la production d'œufs, c'est pas nécessairement la production la plus émettrice de gaz à effet de serre, mais pour eux, la question des leviers est tellement important qu'on va aller explorer ça un pas de plus une fois que le portrait est réalisé. Un élément que j'ai envie d'aborder qui est très humain à ce moment-ci, là, c'est que tu sais, je vous ai mentionné qu'on fait le bilan, c'est-à-dire le bilan carbone, l'analyse des risques climatiques, puis il y a un plan d'action qui est réalisé. Il est réalisé conjointement. Donc, c'est vraiment le producteur avec le conseiller, avec une certaine méthodologie qui amène
le producteur a nommé prioriser, mais au regard vraiment des risques climatiques et des potentiels aussi de réduction. Donc, il choisit lui-même les pistes d'action. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, est-ce que ça va vraiment marcher? Tu sais, on n'avait pas nécessairement l'assurance, puis il y a toujours des moyens d'améliorer le travail qui est fait. Fait que là, on essaie d'explorer un tout petit peu si ces plans d'action-là ont réellement eu un impact sur le terrain. Donc, ce qu'on a fait, on a pris un échantillon de 56 producteurs. En fait, 56, premièrement, en fait, avant de voir qu'est-ce qui est adopté, on s'est dit qu'est-ce qui a été compilé, qu'est-ce qui a vraiment été fait. On est en train de faire ce travail-là, mais pour l'échantillon des 56, qui ont été faits majoritairement en production laitière ou grande culture, ben, en moyenne, chaque producteur a choisi 7 actions. Donc, entre 3 et 11 actions, à ce moment-là, on a traité un peu plus d'adaptation. Là, on est allé un petit peu moins loin dans la réduction des gaz à effet de serre. Mais pour ce qui est d'adaptation, il y avait un minimum de 7 actions qui avaient été choisies. Puis, presque... non, c'est ça, excusez-moi, je viens de me tromper. On a mis un jour récemment, là. Mais il y a presque autant d'actions d'adaptation que d'actions pour améliorer le bilan carbone. Donc, ce sont les 7 actions au total. Puis, la majorité était prévue à court terme, certains à moyen terme, puis d'autres à long terme. Après ça, ce qu'on essaie de voir, c'est qu'est-ce qui a été priorisé parmi ces pistes-là. Donc, au champ, ce qui a été priorisé, c'est réduire le travail du sol, diversifier les cultures et couvrir les sols, notamment pour les impacts sur les gaz à effet de serre, séquestration de carbone, mais aussi l'évolution du climat est vraiment souvent là une occasion de prise de conscience des risques de perte de sol par érosion et de la nécessité de couvrir justement les sols puis de retenir l'eau au champ. Donc, dans quasiment tous les plans, là, c'était vraiment d'une évidence, pour tous ceux qui ont des sols, évidemment, là, qui font du travail de sol. C'est souvent revenu comme assez prioritaire. Le deuxième élément, c'était la gestion de l'eau. Pour tous ceux particulièrement qui ont besoin d'irrigation ou d'abreuvement pour les animaux, l'optimisation, l'usage et la sécurisation, là, on pourrait dire l'accès sécuritaire à une source était vraiment majeur. En plus de l'aspect électrification, notamment pour ceux qui font beaucoup d'irrigation, était vraiment un point d'intérêt important. Pour ce qui est du bâtiment à l'élevage, donc il y avait vraiment l'amélioration des conditions ambiantes, évidemment le stress thermique étant un des enjeux importants pour les éleveurs. Donc le bien-être des animaux en général, que ce soit la litière, tout ça, mais aussi l'alimentation. Donc à ce moment-là, il y avait différents impacts souhaités par les producteurs, donc différents objectifs qui étaient la productivité, la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi un aspect de rentabilité en lien avec la productivité, évidemment. Pour ce qui est des fumiers, fertilisation, c'était aussi une belle opportunité d'en parler de différentes manières pour amener la réflexion sur est-ce qu'on optimise réellement, est-ce qu'on utilise adéquatement tous les fumiers pour la fertilisation. Donc, il y a quand même beaucoup de producteurs qui remettent en question un peu leur méthode actuelle puis qui sont vraiment assez en action pour ajuster certaines choses. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est une fois que le plan est fait, là, c'est ça ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'on est allé voir 2 ans plus tard pour les fermes pilotes, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'ils les ont adoptés ou pas, finalement, leur plan d'action? Parce que nous, il faut se rappeler, dans le triangle que j'ai présenté, l'équipe Agriclimat, on n'est pas la personne qui appelle le producteur puis qui font le soutien de service conseil. On a vraiment, tu sais, on a souhaité une belle collaboration avec les conseillers qui sont, eux, le mieux placés pour faire ce travail-là. Donc, on a essayé de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps, cette période-là d'appropriation, on pourrait dire, du premier plan pour ces producteurs-là. Donc, c'était les fermes pilotes qui ont fait leur plan, finalement, en 2022. Donc, la révision 2024 nous a amené l'information suivante, c'est qu'il y a près de 55% des actions qui ont été mises en œuvre. Ça nous a énormément surpris. Il y en a 25% qui ont été repoussées ou révisées, puis il y en a un peu moins de 20% qui ont été retirées, au moins à court terme, soit parce que finalement, il a trouvé plus ça adéquat avec le recul, c'était plus ou moins approprié. Quand ça a été repoussé ou révisé, la principale cause de ce repoussement-là, de ce décalage-là dans le temps, c'était vraiment l'aspect économique. Donc, l'accès au financement, l'importance de l'investissement versus le coût de revient de la pratique. Donc, finalement, ça nous a permis de relever les 3 principaux freins à la mise en œuvre des actions qui ont été choisies par le producteur. On revient souvent sur l'aspect économique, donc le rapport coût-bénéfice qui est bien souvent défavorable. Dans certains cas, pas du tout. Là, ils voyaient effectivement qu'il n'y avait aucun coût, voire même un bénéfice à long terme. Et l'autre frein, c'était le manque de connaissances, d'expérience pour la mise en œuvre des actions. Ça peut être un accès à un spécialiste, ça peut être la connaissance pour eux n'était pas assez claire si c'était si favorable que ça, ou la méthode de pratique, quelle
quelle action plus précisément mettre en œuvre. Puis aussi, des fois, c'était vraiment l'impact sur la gestion générale de l'entreprise qui pouvait faire défaut, être plus ou moins cohérente, ne serait-ce que même sur les objectifs de développement d'entreprise, la présence ou non d'une relève, ou des réajustements internes majeurs qui font que de toute façon, ça pouvait pas se réaliser dans ce contexte-là. On a recueilli aussi, bon, un petit peu quelques constats des producteurs, donc un petit peu des éléments que j'ai envie de vous le partager parce que pour nous, c'est très révélateur quand on va chercher ce type d'informations. Ça reste quelques minutes, excuse-moi d'intervenir. Okay. Oui, bon, ben, je vais terminer là-dessus. D'abord, il n'y a aucun problème. Il y avait juste les perspectives, mais en gros, je l'ai déjà nommé, c'est vraiment la possibilité d'aller plus loin sur l'acquisition de connaissances. Mais je vous laisse d'abord sur ça me fait plaisir de terminer comme ça. C'est avec ce que les producteurs nous ont mentionné. Le premier, là, parce que j'ai vu que plusieurs des actions de réduction et d'adaptation étaient en réalité profitables pour l'entreprise et que je continue de voir les améliorations concrètes. Ben c'est ça qu'il faut démontrer aux autres producteurs. Donc, c'est vraiment des producteurs qui ont dit, ben l'avoir fait pour moi, je trouve que ça m'aide et ça peut aider d'autres producteurs à aller plus loin sur la compréhension des actions. Puis bon, mais un producteur qui nous a dit aussi, quand tu vois que ton bilan négatif, c'est certain que ça donne motivation pour prendre action, pour t'améliorer. En fait, c'est parce qu'il y avait un des producteurs qui était négatif dans le sens intéressant. Donc, son bilan de producteur de petits fruits était quand même intéressant, mais ça lui donnait en plus le goût d'aller plus loin. Puis, quand on leur a demandé aussi qu'est-ce qui vous a apporté la réalisation du diagnostic, ben, il y en a un qui nous a carrément dit, ben, depuis que je l'ai fait, c'est comme si je le regarde différemment. Donc, quand je réfléchis à ma ferme, finalement, je le vois avec un angle qui est différent, puis ça m'oblige vraiment à aller vers le changement. Puis d'autres ont dit que le dernier me fait rire, c'est si j'avais pas fait de diagnostic, c'est certain que j'aurais été dans les premiers à critiquer par l'effort contre la diminution des gaz à effet de serre, mais avec une meilleure compréhension, c'est comme si là, à ce moment-là, c'est totalement différent la manière dont c'est reçu du fait de prendre un temps, prendre le temps de faire ces rencontres-là.